Salut à tous, bienvenue sur Bombal Podcast. Merci de nous suivre, merci de s'abonner. Comme vous le savez, ici dans notre émission, nous recevons plusieurs personnes et nous parlons de beaucoup de sujets. Et aujourd'hui, nous parlerons de la santé. Vous savez, la santé n'a pas de prix. Et nous avons ici avec nous un docteur, un médecin qui va nous parler d'un sujet très intéressant que vous allez découvrir ensemble avec nous. Donc, nous parlerons de l'insuffisance rénale. Et sans plus tarder, let's go. Ok. Bonjour, docteur Nelson. Bonjour, mon cher frère Alex. Yeah. Comment la santé et Non, tout? ça va. Ok. Je suis en forme. Docteur Nelson, premièrement, on va vous connaître parce que c'est la première fois ici dans notre podcast de vous recevoir et tout. Et qui est docteur Nelson? Merci. Présentez-vous en quelques lignes. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup, mon cher frère Alex. Merci d'abord pour cette opportunité que tu me donnes Mhm. de parler sur la santé, d'édifier quand même nos téléspectateurs et puis tout le monde qui pourra nous suivre à travers cet entretien, quoi. Mhm. Je remercie aussi les gens qui vont prendre quand même leur temps de nous suivre à travers cette émission. Mhm. Je suis docteur Nelson, Yep. Nelson Kinoumo, médecin de l'État congolais, donc Ok. médecin de la République démocratique du Congo, Mm. inscrit sur les tableaux de l'ordre des médecins au numéro 28108. Donc, tout médecin qui finit dans notre pays doit être inscrit avant de faire son travail. Ok. Alors, depuis le premier médecin congolais qui était sorti, il était le Mhm. numéro 1. Ok. Donc, moi, je suis le 28 108e médecin congolais. Je vous avais pas dit, mon père aussi était médecin. Oh! So, là, j'avais gardé ça pour vous dans l'émission. Mon père était médecin, gynécologue. Wow! Quelle surprise! Maintenant, l'ordre des médecins, le OM Mhm. de mon père, c'est 009. Wow! Yeah, le wana bombe la kio. Wow! On l'appelait d'ailleurs 009. Ouh! Donc, quand l'organisation naissait et tout, l'OEM là, Mhm. yeah. Donc, quand ils ont commencé maintenant à enregistrer le Oh, celui-là, numéro 9, quoi. c'est le maître. Yeah. C'est le maître. On l'appelait 009. Wow! Tu vois, 009. 09. Et je suis 28 le 000. 28 Yeah. 108e médecin. Voilà. Quel écart! Donc, Yeah. j'ai fini à l'université de Kikwit. Mhm. L'université de Kikwit était une université extension de l'université de Kinshasa. Auparavant, Ok. c'était l'université de Bandundu, extension de l'université de Kinshasa. Mhm. Donc, on avait le premier cycle Mhm. et puis le second cycle, le doctorat, on faisait à l'INIKIN. Ok. Et puis, en 2010, il y avait un engouement terrible à la faculté de médecine. Alors, ils ont décidé Mhm. de donner les autonomies des extensions. En 2010. En 2010. Ok. C'est pourquoi on est devenu Université de Kikwit Mhm. autonome. Ah, ok. Alors, je suis parmi le premier médecin sortant de l'Université de Kikwit. Ok. Ah. Donc, j'ai fini en 2016. Alors, pendant que j'étais au stage du 4e doctorat, parce que Mhm. j'ai fait mon stage à l'amitié sino-congolaise d'Njili, Mhm. quartier 7, c'est à ce moment-là que j'ai joué les dévéloteries. Ok. J'ai joué les dévéloteries. J'étais intéressé par un ami médecin stagiaire aussi. On est avec lui ici. En passage, je lui fais quand même coucou. Yeah. Docteur Patrick Mbouya. Donc, Ok. c'est l'ami qui m'a motivé Mm. de jouer les dévéloteries. Ok. Alors, quand j'ai joué les dévéloteries, et puis rentré à la province pour le travail, j'étais interpellé que j'avais gagné. Alors, j'avais quand même balancé, voyant la situation économique des médecins Yeah. chez nous Mhm. et
aller aux États-Unis, les choses étaient claires. Yeah. Parce qu'il y avait même des aînés qui me disaient, mais qu'est-ce que tu pars faire là-bas, mon cher, avec tout ce que tu connais? Tu vas gaspiller ça seulement comme ça. J'ai dit, non, je dois aller et je vais me décider de l'autre côté. Donc, c'est pourquoi je m'étais décidé de venir aux États-Unis. Actuellement, je suis en train de faire une branche de l'imagerie médicale. Mais au Congo, c'était quoi? Votre domaine, je ne sais pas comment ça marche. Non, notre système éducatif est un peu différent. Nous, on fait la généralité. OK. Donc, je suis sorti comme médecin généraliste. Généraliste, ouais. Et puis, donc, tu dois faire 8 ans. Tu sors comme médecin généraliste. Et après, tu cherches une spécialisation que tu peux faire. Chez nous, c'est comme ça. Donc, vous avez fait déjà les 8 ans. Il vous restait... Non. C'est-à-dire, quand tu sors déjà médecin, tu fais 8 ans. Tu es médecin, tu peux travailler. Si tu cherches une spécialisation, tu peux faire. Ça te regarde. Ouais, mais c'est que l'offre l'université, c'est un médecin généraliste. Ouais, on sort médecin généraliste en chirurgie et accouchement chez nous. OK. Donc, généraliste, c'est-à-dire que tu peux toucher un peu tout. Toutes les parties, quoi. Yeah. Maintenant, comment on a des gynécologues au pays? Comment on a des dentistes? Ouais. Après avoir sorti généraliste, tu peux faire une spécialisation maintenant. Tu peux faire une spécialisation. Même chez nous, nous avons l'université de Kinshasa. Il y a la formation des spécialistes là-bas. Il y a des professeurs qui encadrent. Tu es assistant, tu es CTE, et puis spécialiste, professeur, tout ça. Donc, c'est comme ça. Maintenant, ici, vous continuez? Oui, normalement, tu sais, nous qui sortons dans des pays francophones, notre système éducationnel est un peu différent. Alors, nos diplômes n'est pas facilement acceptés ici. Ce n'est pas reconnu. Alors, j'ai cherché une branche de la médecine pour m'intégrer facilement. Alors, actuellement, je suis en train de faire une branche de l'imagerie médicale, le diagnostic médical sonographique. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. C'est là veut quoi, les termes? Le diagnostic médical sonographique. Sonographique. Donc, c'est juste, je suis en train de faire l'imagerie médicale. Donc, tu vois, je peux expliquer par rapport à un exemple. Si une femme, prenons par exemple, fait les CPN. CPN, c'est quoi? Une femme qui est enceinte doit avoir son médecin. OK. Alors, on doit demander, prenons par exemple, l'échographie. Alors, l'échographie, on demande pour savoir l'état de l'enfant, l'âge de l'enfant, tout comme ça. Alors, à ce moment-là, on doit demander le technicien, l'examinateur qui doit faire cette échographie. Donc, c'est la branche que je suis en train de faire. Si tu as un problème, prenons par exemple le cardiaque, on doit demander l'échographie cardiaque. OK. Donc, c'est ça l'imagerie médicale. Comme l'autre fois, on m'a demandé dans des entretiens d'embauche et tout, on m'a demandé de faire les X-ray. La radiographie du thorax. Voilà, c'est ça l'imagerie médicale. C'est le paraclinique. Ouais. Paraclinique, il y a encore autre chose. Il y a la clinique et le paraclinique du point de vue diagnostic. C'est-à-dire la clinique, quand tu es avec le malade, tu touches le malade, tu l'examines, tu as des symptômes et des signes. Tu donnes un diagnostic. Ce diagnostic-là, c'est un diagnostic de probabilité. Maintenant, tu dois chercher à confirmer ces diagnostics à travers les examens paracliniques. Alors, tu vas demander les examens de laboratoire, tu peux demander les examens d'imagerie. Voilà. Donc, là, je comprends parce que souvent, lorsque nous allons dans des dispensaires, ils prennent les basiques, l'urine, goût de presse. Ça, c'est le paraclinique pour aller faire l'examen. Et puis après, ils vont vous dire que non, allez dans telle adresse, faites l'échographie. Voilà. Et ils vont faire d'autres examens. C'est ça l'imagerie médicale. OK. Mais on peut retrouver le tout dans, dans One Hospital. Oui, bien sûr. Parce que souvent, on va ici et puis on nous envoie là-bas. Oui, on peut trouver ça dans un... Maintenant, vous êtes de quel côté? De côté, votre imagerie, c'est de côté paraclinique ou bien... Oui, l'imagerie, c'est tout. Donc, l'imagerie, c'est la paraclinique. OK. Donc, la paraclinique. Il y a la clinique. Donc, la clinique, je faisais ça au Congo. Au Congo, quand tu finis en tant que médecin, tu fais la clinique. Tu vois? Tu es devant un malade.
tu l'interroges, ça c'est la clinique. L'interrogatoire, tu l'examines, l'examen physique, ça c'est la clinique, tu touches le malade. Et si tu trouves qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à cet organe, par rapport à ça, tu dis non, pour que je sois sûr que le diagnostic que je pensais est réellement ça. Donc, je demande un examen paraclinique pour confirmer ton diagnostic clinique. Alors, paraclinique, tu vas demander une radiographie, un scanner, un IRM, une échographie, un ECG. Voilà, donc c'est... c'est clair. Yeah, merci beaucoup. Là, c'était votre profil et tout, on a compris. Maintenant, pour aujourd'hui, on va parler de l'insuffisance rénale. Donc, il y a beaucoup de cas dans nos familles et tout, et un peu ailleurs et tout. Nous connaissons cette maladie et aujourd'hui, vous êtes là pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe et c'est quoi jusqu'à la fin et tout. Je crois que ça va nous prendre beaucoup de temps dans cet épisode et tout. Et ceux qui nous suivent, si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-nous, contactez-nous, mettez les commentaires et tout. Et le docteur reviendra pour éclaircir, même sur ce sujet ou bien dans d'autres épisodes que nous allons faire ensemble avec lui. Donc, docteur, expliquez-nous d'abord l'insuffisance rénale, c'est quoi? OK. Par définition, je peux dire l'insuffisance rénale, c'est l'incapacité des reins de fournir ses fonctions normalement. Alors, pour bien expliquer l'insuffisance rénale, ça sera idéal que je donne des petits détails sur les reins, la fonction rénale, et puis on va rattraper avec l'insuffisance rénale. Ça sera, ça sera trop facile. Donc, parlez-nous d'abord de reins. Le rein, ouais. Voilà. Les reins, sont des organes principaux, des organes principaux plutôt du système rénal. Donc, le système rénal, les organes mères sur les reins. Alors, le deux sexes, l'homme et la femme, ont des reins. Nous avons deux reins. Il y a un rein du côté gauche et un rein du côté droit. Donc, ce sont des organes qui se trouvent dans la cavité abdominale, mais en rétro-péritonéal. Cela veut dire? En rétro-péritonéal, je peux dire donc les viscères abdominaux, les intestins, la rate, le stomac, tout consort, ils sont emballés dans une enveloppe. Alors, cette enveloppe-là, nous appelons ça le péritoine. Maintenant, le rein est derrière. Lui, il n'est pas emballé. Il est derrière. Alors, c'est cette position-là, on dit il est rétro-péritonéal et puis il est en paroi dorsale. Donc, Kangami na Mukongo. Donc, rein zanis na Mukongo. Ouais. Mais dans la cavité abdominale. Mais Kangami na mir. À côté de Mukongo. C'est pourquoi cette position, nous appelons ça une position rétro-péritonéale. Alors, ils sont de part et d'autre de la colonne vertébrale. Gauche-droite. Donc, du côté gauche, c'est le rein gauche, du côté droit, c'est le rein droit. Ça, c'est du point de vue topographique. Ça a la forme d'haricot, de l'haricot, comme ça. Voilà. Relié par des structures, je peux dire des tuyaux, ce que nous appelons les urétères, qui fait le déplacement des urines en provenance du rein jusqu'à la vessie. Parce que le rein est en haut. En haut. Donc, le rein est connecté à la vessie par les urétères. Donc, du côté droit, il y a un urétère. Du côté gauche, il y a un urétère qui descend jusqu'au niveau du bassin, là où se trouve la vessie. Donc, ça, c'est le rein. Alors, du point de vue fonction, parce que quand on doit parler de l'insuffisance rénale, nous devons nécessairement parler de la fonction rénale. Le rôle du rein. Le rein, c'est un organe qui filtre les sangs. C'est-à-dire, les sangs qui va en périphérique apportent les déchets. Alors, les déchets, là, doivent sortir dans l'organisme.
ça doit sortir dans l'organisme. Alors, les reins jouent ces rôles-là de purifier le sang. Seulement le sang. Le sang. Ils purifient le sang. Maintenant, quand ils purifient le sang, c'est-à-dire ils éliminent les déchets, les substances toxiques. Alors, à part ça, les reins là aussi pour la fabrication des urines. Okay. Ils purifient les sangs, ils fabriquent les urines. Pendant qu'ils purifient les sangs, ils fabriquent les urines. Je vais te ramener un peu. Tu sais, quand nous mangeons, la nourriture va dans le système digestif. Yeah. Et quand nous buvons de l'eau, l'eau va dans le même système digestif. Mais tu vas remarquer que les selles a une autre voie de sortie, la voie anale, et les urines a une autre voie de sortie. Donc, quand nous mangeons, la nourriture arrive au niveau des intestins. Les intestins absorbent ce qui est nécessaire pour l'organisme. Tu vois, ce que nous appelons les serviettes. Les histoires là, c'est comme ça les intestins. Et puis ça commence à tirer protéines, les acides aminés, ça tire. Et dès que ça tire comme ça au niveau des intestins, ça entre dans la circulation sanguine. Alors, et l'eau que nous buvons et la nourriture, tout entre dans la circulation sanguine. Alors, quand ça entre dans la circulation sanguine, ça arrive au niveau du cœur. Le cœur doit envoyer la nourriture en périphérie. Et quand ça envoie la nourriture en périphérie, les cellules de l'organisme utilisent ce nutriment. Après, maintenant, ce sang sera aussi gouré de déchets. Okay. Alors, quand c'est ça va arriver au niveau du rein, les reins maintenant purifient. Le sang normal passe de l'autre côté et le déchet sort avec l'urine. Cette urine-là qui sort, c'est l'urine primitive. C'est-à-dire, c'est un peu trop compliqué pour expliquer, mais tu dois avoir l'amabilité quand même de comprendre. Alors, ça purifie l'urine. Donc, normalement, un rein normal doit filtrer 1700 litres par jour du sang. 1700 litres par jour. Okay. Donc, quand nous parlons du débit de la filtration glomérulaire, normalement, c'est 120 millilitres par décilitre. Donc, 120 millilitres du sang par décilitre par 1,73 mètres carrés. Ça, c'est par rapport à la surface. Donc, le rein normal doit faire ce travail. Okay. Et le rein normal doit filtrer, doit former, soit fabriquer les urines. 180 litres par jour. 180 litres par jour. Mais toute la quantité d'urine fabriquée ne sort pas. C'est seulement 1% de cette quantité sort ce que nous voyons. OK? Alors, c'est-à-dire, quand ça filtre la quantité des urines primitives qui sort, ça reste toujours dans le rein. Ça ne sort pas encore. Le rein lui-même doit commencer à tirer encore le sang. Parce que, à tirer le liquide. Parce qu'il a encore besoin de ce liquide-là, ces urines primitives. Parce que le sang qui est purifié, ça a une carence en eau. Parce que l'eau est sortie. Alors, il doit récupérer pour équilibrer maintenant l'équilibre de l'eau dans l'organisme. C'est à ce moment-là, il commence à récupérer. Donc, c'est 1% sur les 180 litres d'urine primitive formée sera éliminé. Et puis, il doit commencer à récupérer. Donc, par rapport à cette fonction, tu verras que le rein est là pour équilibrer, pour maintenir l'équilibre hydroélectrolytique, c'est-à-dire l'équilibre de l'eau. Parce que quand il remarque que l'urine que j'ai filtrée, j'ai récupéré, mais je trouve que la quantité d'eau dans l'organisme est déjà beaucoup. D'où je ne vais plus récupérer. D'où je laisse ça sort. S'il trouve que la quantité du liquide dans l'organisme est insuffisante, d'où il commence toujours à récupérer de l'eau.
Donc, il est là pour équilibrer la quantité de liquide dans l'organisme. Et il est là pour équilibrer aussi le pH sanguin, le rein. Il équilibre le pH sanguin. C'est quoi le pH sanguin? Le potentiel d'hydrogène. Okay. C'est-à-dire, dans le rein, nous avons un pH qui est neutre. C'est-à-dire, il y a le milieu acide et le milieu basique. Donc, l'acidité. Donc, notre sang a une petite quantité d'acide et une petite quantité de base. C'est un équilibre. Cet équilibre-là, c'est les reins qui fait ça. L'équilibre acido-basique. C'est-à-dire, si tu entres dans un milieu acide, donc ton sang devient acide, les reins doivent faire le mécanisme de faire sortir les ions qui amènent l'acidité pour qu'ils récupèrent le bicarbonate qui doit équilibrer. Le bicarbonate est un produit basique pour équilibrer cet équilibre acido-basique. C'est les reins. Okay. Donc, les fonctions du rein. Mais lui, il intervient aussi à la fabrication des globules rouges. Donc, les reins produisent une protéine que nous appelons l'érythropoïétine qui intervient dans le processus de la production des globules rouges, ce que nous appelons l'hématopoïèse. Les globules rouges, là, font quoi? Parce qu'on entend parler de ça. C'est-à-dire, le globule rouge, c'est les éléments du sang. Donc, quand tu vois du sang sur les globules rouges, les globules rouges jouent un rôle dans le transport de l'oxygène, parce qu'il y a l'hémoglobine dans le globule rouge. L'oxygène que nous respirons au niveau du poumon doit être récupéré par les globules rouges. L'hémoglobine qui est dans le globule rouge prend de cet oxygène et aller avec ça dans le milieu périphérique pour nourrir le cellule de la périphérie. Alors, ce globule rouge-là, pour que ça puisse se produire, les reins jouent un rôle. Il doit produire l'érythropoïétine pour assurer la quantité normale de l'hémoglobine. Alors, tu comprends que s'il y a un problème rénal, la personne peut faire une anémie. Tu comprends, non? Donc, parce que... Problème rénal, la personne peut faire une anémie. Bien sûr. Ouais, parce que les reins interviennent dans la formation des globules rouges. Et c'est un peu de simplifier pour nous certains termes médicaux. Ouais, ça serait un peu trop difficile avec les mots médical, mais nous allons chercher à faire comprendre parce que c'est un peu difficile à parler avec le français clair pour comprendre. Donc, quand on va parler de l'insuffisance rénale, on va intervenir par rapport à ça. Et puis, le rein joue un rôle dans le développement des os. Comment ça? Parce qu'au niveau du rein, il y a le métabolisme du calcium qui se passe, car les os, la formation des os, c'est du calcium. Donc, le rein a un impact par rapport au développement des os. Donc, une personne, soit un enfant qui a une insuffisance rénale, il aura un problème de la croissance. Alors, maintenant, toutes ces fonctions-là, quand le rein n'est plus capable d'assurer ces fonctions, cet équilibre de l'eau, ces filtrations. Donc, nous allons parler de l'insuffisance rénale. Donc, si je peux comprendre, l'insuffisance rénale, ce n'est pas une maladie qu'on peut dire je souffre de l'insuffisance rénale comme on a détecté. Comme le diabète, comme l'hypertension. Donc, ce n'est pas vraiment une maladie. C'est conséquence. Donc vraiment, c'est là où tu es. Ce n'est pas du tout vraiment. On peut dire vulgairement que je souffre d'une insuffisance rénale. C'est normal. C'est normal. Mais ce n'est pas vraiment, tu vois. Donc, c'est-à-dire la faillite rénale. Donc, mon rein n'est pas capable d'assurer ses fonctions. C'est ça l'insuffisance rénale. Mais ces fonctions-là, c'est dû à des choses qui ont commencé peut-être quelque part, ou bien ça commence déjà dans les reins, ou bien ça chute jusqu'à devenir l'insuffisance rénale et tout. Oui, l'insuffisance rénale a des causes. Ça, c'est le cause de l'insuffisance rénale. Là, on va parler. Ça, c'est les causes de l'insuffisance rénale. Et puis, pour toucher un peu des causes, on peut dire
la catégorie des insuffisances rénales. Nous avons une insuffisance rénale qui est aiguë et une insuffisance qui est chronique. C'est-à-dire, une insuffisance aiguë est traitable et puis les reins vont récupérer sa fonction. Mais une insuffisance qui est chronique est incurable. Comment on reconnaît les deux et tout? Oui, je vais expliquer ce qui signifie aiguë. Dans la médecine, quand on parle de l'aiguë et de la chronicité, c'est par rapport à l'horreur du temps. C'est-à-dire, une insuffisance aiguë, c'est une insuffisance d'apparition, soit d'installation brutale, et puis ça ne dure pas longtemps, ça peut aller à quelques jours, soit à quelques semaines. Ça, c'est aigu. Mais une insuffisance rénale chronique, premièrement, l'installation est silencieuse. Personne ne va savoir. L'installation est progressive, petit à petit, petit à petit. Donc, quelqu'un qui fait une insuffisance rénale chronique, quand il y a l'apparition des signes, c'est-à-dire, il a perdu déjà 50% de la fonction rénale. Donc, la chronicité, c'est par rapport, ça va progressivement, les mois, les années, et puis le traitement, c'est la dialyse, soit la transplantation, si c'est dans le stade terminal. Donc, c'est ça la chronicité et l'aiguë. Mais le facteur qui peut intervenir par rapport à l'insuffisance rénale aiguë, parlons d'abord d'aiguë, c'est d'abord la déshydratation. Quelqu'un déshydraté, manque d'eau. Manque d'eau dans l'organisme peut directement faire une insuffisance rénale aiguë. Problème de choc. Quelqu'un qui fait un accident, une hémorragie terrible, il peut faire une insuffisance rénale. Une insuffisance cardiaque peut entraîner une insuffisance rénale. Des pathologies infectieuses, telles que des glomérulonéphrite, peuvent faire une insuffisance rénale aiguë. La prise de médicaments. Prenons par exemple les médicaments modernes et les médicaments traditionnels. Quelqu'un peut faire une insuffisance rénale aiguë. On reviendra sur ce point des médicaments, mais continuez d'abord. Et puis, une insuffisance rénale aiguë peut être traitée. Mais n'oublions pas que parce que cela peut être traité, c'est facile. Une insuffisance rénale aiguë peut aller à une insuffisance rénale chronique. Ah, donc ça peut changer d'état. Ouais. Donc, c'est ça. Mais du point de vue insuffisance rénale chronique, il y a des pathologies très, 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 très idéales qui causent l'insuffisance rénale chronique. C'est d'abord le diabète sucré et l'hypertension artérielle. Ça sont des causes tertiaires de l'insuffisance rénale chronique. Comment se présente le diabète sucré et l'hypertension en termes, pour nous comme ça qui vous suivons? L'hypertension artérielle, c'est... Tu sais, il y a une valeur de la pression artérielle. Nous avons une valeur de la pression. C'est ce que nous appelons vulgairement la tension artérielle. La pression artérielle normale va varier autour de 120 mm de mercure à 80 mm de mercure. Mais actuellement, on a même actualisé à 110,650 mm de mercure à 7,80 comme ça. Si j'ai pas vraiment... si j'ai une bonne souvenance. Donc, il y a une actualisation de la valeur de l'hypertension artérielle. Donc, si quelqu'un, sa tension artérielle n'est pas dans cette fourchette, prenons par exemple, la tension artérielle est autour de 150/100, là, il est en train de faire une hypertension artérielle. Il peut avoir des vertiges, tout consort. Donc, l'hypertension artérielle, là, que tu vois, c'est un sujet. Donc, si on parle, si on entre là, c'est toute une forêt. Donc, on va même pas finir maintenant. Alors, le diabète, quand on parle du diabète sucré, parce qu'on a le diabète sucré, on a aussi un autre diabète qui est le diabète insipide. Donc, et puis, nous parlons surtout du diabète sucré. Il y a le type D et le type 1 et le type D. Quelqu'un qui
qui a un problème de la glycémie. Donc, le taux du sucre dans le sang, c'est ce que nous appelons la glycémie. Okay. Si la glycémie est élevée par rapport à la valeur normale, la personne a un problème du diabète. Parce qu'il y a un problème, prenons par exemple, normalement le sucre dans l'organisme, il y a une hormone là que nous appelons l'insuline qui intervient pour introduire le sucre plutôt dans le sang, dans le cellule. So, l'insuline joue le rôle de prendre le sucre qui est dans le sang pour introduire ça dans des cellules. Mais si tu as un problème de l'insuline, soit la production de l'insuline est insuffisante, soit le pancréas ne produit pas l'insuline, maintenant, le sucre n'aura pas le temps d'entrer dans le cellule. Parce que le garant qui doit introduire le sucre dans le cellule, elle est en carence, soit elle n'est pas. Alors, le sucre va rester dans la circulation sanguine. Alors, on va trouver que la valeur de la glycémie sera élevée avec beaucoup des épreuves paracliniques. On dira non, le monsieur est diabétique. Donc, même dans le diabète là, toute une forêt. Donc, le jour qu'on aura le temps, on va essayer de parler de ça. De ça. Donc, en fait, c'est ça. Mais quand vous avez dit les causes sucrées et tension artérielle, vous voulez venir pour... l'insuffisance rénale chronique. Voilà. Ça, c'est vraiment les deux pathologies phares. Donc, quelqu'un qui a un problème de l'hypertension artérielle doit faire trop attention avec ses reins. Okay. Il y a une nuance là-bas. L'hypertension artérielle entraîne une insuffisance rénale. Mais une insuffisance rénale peut entraîner une hypertension artérielle. Okay. Donc, ces deux maladies-là, ils sont comme ça. Mais à part ça aussi, il y a des glomérulonymphrites, les inflammations du néphron chronique qui peut entraîner une insuffisance. Il y a des maladies auto-immunes. C'est que le lupus érythémateux disséminé. Maladie auto-immune, c'est-à-dire les anticorps d'Alexis comme toi commencent à tiller tes propres cellules. OK. Donc, les soldats de ton organisme qui combattent les infections, tout consort, mais ça commence à tiller les cellules de ton organisme. C'est ça, les pathologies auto-immunes. Okay. Il y a d'autres pathologies auto-immunes qui peuvent entraîner une insuffisance rénale. Il y a même des pathologies tumorales, les tumeurs, telles que la polykystose, qui peut entraîner une insuffisance rénale chronique, surtout chez les enfants. Donc, c'est les causes, quelques causes qu'on peut parler de l'insuffisance rénale. Docteur, vous avez, comme on parle des insuffisances rénales, est-ce que une personne qui est normale, bien portante et tout, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans son corps, parce que quand vous expliquez là, je vois déjà que c'est toute une machine, le corps humain et tout. Comment est-ce qu'une personne, en dehors comme ça, peut constater ou bien peut savoir quels sont les signes qui montrent que cette personne a déjà l'insuffisance rénale? L'insuffisance rénale, prenons par exemple d'abord chronique. En général, les maladies rénales sont des tueuses silencieuses. C'est-à-dire, ça ronge l'organisme, ça ronge le rein sans toutefois se manifester. Donc, quand les manifestations commencent à apparaître, c'est-à-dire la personne a perdu déjà 50% de la fonction rénale. Donc, quand ça commence... Tu ne sauras pas que je suis en train de développer une insuffisance rénale chronique. Il n'y a même pas des signes qui montrent... Au début, non. OK. C'est ce que nous allons recommander aux gens. Il est idéal de faire le check-up très, très important. Le check-up. Aller faire les examens à l'hôpital chaque année, une fois, pour connaître la fonction rénale, le bilan rénal. Okay. Il faut demander
même au médecin, que je voulais savoir le fonctionnement de mes reins. C'est très important parce que les reins, quand ça commence à souffrir, tu ne seras pas au courant. Tu ne seras pas au courant. Les maladies rénales sont des tueuses silencieuses. Tu ne seras pas au courant. Une insuffisance rénale aiguë, facilement, vous pouvez sortir aujourd'hui, vous voyez que la personne a des manifestations, des signes, tout qu'on sort. Mais le chronique, c'est petit à petit. Et selon les statistiques, les traitements, qu'est-ce qui apparaît le plus? Les chroniques ou bien... Les chroniques, du point de vue le diabète et l'hypertension, tellement sont des maladies très fréquentes, la chronicité est plus élevée. La chronicité vraiment est plus élevée. Tu sais, il y a même une maladie infectieuse parasitaire, surtout chez nous en Afrique, le paludisme. Quelqu'un qui fait un paludisme peut développer une insuffisance rénale. Il y a une fois, on a reçu un enfant de 7 ans avec un tableau de l'insuffisance rénale. Comme ça, insuffisance rénale. On doit chercher les causes. C'était le paludisme. Comment c'est arrivé là-bas? C'est-à-dire, l'infection de la malaria, il y a une catégorie là que nous appelons Plasmodium falciparum. C'est un plasmodium qui fréquente les capillaires profonds. Alors, tu sais, le plasmodium tue les globules rouges. Ça tue les globules rouges. C'est pourquoi quelqu'un qui fait le paludisme va faire une anémie. Donc, le plasmodium, quand ça attaque l'organisme, ça tue les globules rouges. Maintenant, les globules rouges tués là peuvent aller dans le petit vaisseau rénal, ça bouche. Et quand ça va boucher comme ça, les cellules ne vont pas avoir la nourriture et le sang. Ça ne sera pas nourri. Il y aura une nécrose tubulaire. Donc, les cellules du néphron, au niveau du tubule, il y aura une nécrose. Alors, les échanges ne vont pas se passer. Je t'avais dit que le rein récupère de l'eau. Alors, il n'y a pas des échanges. D'où l'enfant peut développer une insuffisance rénale. Tu vois que c'est pas... Mais les tableaux de l'insuffisance rénale, quel que soit chronique, soit aigu, premièrement, si tu as un malade, tu verras que premier signe, c'est l'édème. L'édème, c'est quoi? L'édème, il y a des termes ici, mais c'est compliqué, Alex. C'est compliqué. L'édème, c'est le gonflement, je peux dire. Tu vois, quelqu'un... Avimbi à Lingala. Donc, Makole Vimbi, ouais. C'est ça l'édème. Mais maintenant, l'édème de l'insuffisance rénale, c'est un édème caractéristique. C'est au niveau du visage. C'est au niveau du visage et puis ça apparaît les matins. Comment ça ressemble à quoi? C'est-à-dire, tu vois au niveau des paupières, il y a des gonflements des paupières. Il y a juste ici donc, là. Moutavimbi, juste voilà. Et puis les matins. C'est vraiment un signe qui doit t'envoyer des pensées à une insuffisance rénale. Malgré, il faut faire des diagnostics différentiels. Il y a d'autres maladies quand même. Mais si tu en as, tu dois savoir que ça... Insuffisance rénale. Donc, la personne ne peut pas paniquer, mais juste penser à faire ça. S'il voit ça le matin, quoi. Le gonflement et tout. Ouais. Il doit penser que non. Si ce n'est pas répétitif en termes de... Si c'est la première fois qu'il voit ça, les matins, elle peut aussi dire que non. Elle peut penser à faire des examens. C'est ce que vous voulez dire ou pas? Mais normalement. C'est-à-dire que ça va apparaître comme ça et ça évolue. Peut-être ça commence au niveau des paupières et puis ça commence au niveau des mains, au niveau du pied, tout comme ça. Une sorte de comico-vimba, à ce moment-là, tu dis, il y a quelque chose. Donc, quand tu arrives, les symptômes, les signes que nous aurons, il y aura ces problèmes-là. Si nous en a déjà, à ce niveau-là, ce n'est plus les 2%, les 3%, c'est déjà 50%. Si ça commence à se manifester, comme ça, c'est-à-dire le rein
a perdu déjà autour de 50% de sa fonction. Sinon, ça ne se manifeste pas. Okay. Et à part ça, tu verras que la personne va avoir des nausées. Nausées, c'est-à-dire des nausées. Et puis la personne peut vomir, des anorexies, manque d'appétit et puis faiblesse. Pourquoi? C'est lié, tu vois, les déchets devraient sortir. Mais les reins ne savent pas sortir les déchets. D'où l'accumulation du déchet dans l'organisme. Ça va faire que le déchet cherche les voies et moyens pour sortir. D'où ça peut aller dans le tube digestif. La personne peut commencer à vomir. Parce que l'organisme cherche le moyen pour faire sortir les déchets. Ça, tu peux avoir les démangeaisons, mukusa, les démangeaisons là. Pourquoi? Parce que l'organisme cherche le voie. Tu regardes la peau devient un peu comme blanche, comme ça, parce que les déchets de l'organisme cherchent les voies de sortie et puis ça commence à sortir même au niveau de la peau. Ah bon?